Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposée. Alors, quel est le principe de ce podcast si vous ne le connaissez pas? C'est tout simple, on va vous inviter à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. Voilà, le concept est posé, il est simple, et donc pour cela on va prendre le temps de se poser sur place, d'évoquer la culture locale avant évidemment de s'intéresser à la façon dont on y vit le football et dont on peut la vivre si l'on y va. Vous l'avez compris, donc l'heure est au voyage. Et pour ouvrir la saison 2 de ce podcast, on va vous inviter à un petit séjour en Colombie puisque nous allons nous rendre dans sa capitale, Bogota. Et notre guide, vous l'aurez évidemment deviné si vous êtes des habitués de Lucarne Opposée, notre guide, ce sera le cafetero de la rédaction. L'homme qui vit justement à Bogota, Pierre Gerbeau. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Nico, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et toi? Eh ben écoute, ça va très bien. On va profiter de ce moment pour voyager un petit peu. On aime bien ça, voyager. Maintenant, on commence à pouvoir y aller. Je vous invite d'ailleurs au moment où on enregistre ce podcast, Pierre a pu enfin retourner dans un stade. Ça manquait finalement cette histoire-là. Donc je vous invite à aller lire son inside sur le site. Ça fait du bien de retourner dans les stades et donc on va essayer d'initier une nouvelle phase voyage. On va donc avec toi partir à la découverte de Bogota, cette ville qui a été fondée au XVIe siècle, quand même, 16 août 1538, si j'ai bien pris mes notes. Une ville qui a eu plusieurs noms au cours de son histoire, et dont l'histoire, justement, voudrait que ce nom Bogota soit hérité de Bacata, appellation qui avait été donnée par les Indiens de la zone qui y vivaient, et qui signifie, alors il y a deux écoles, peut-être que tu pourras nous en dire plus, Pierre, il y a deux écoles, soit ça signifie la fin des champs, soit la fille des Andes, vous choisissez, je préfère le deuxième, je vous avoue, mais bon... Voilà pour Bogota. Si vous en avez l'habitude, si vous êtes des fidèles de Planète Hello, vous savez comment on débute quand on vous présente, quand on vous emmène dans une ville. On débute par vous présenter la ville elle-même. Lorsqu'on débarque à Bogota, Pierre, il faut s'attendre à quoi notamment en termes de climat et de géographie? Quand vous venez d'Europe, c'est un petit peu particulier. Vous comprenez assez rapidement où vous mettez les pieds. Déjà, vous survolez rapidement les Andes. Donc c'est quand même un paysage assez atypique. On n'a pas l'habitude de ces immenses montagnes non enneigées. Et donc quand vous arrivez, quand vous sortez de l'aéroport à Bogota, vous comprenez rapidement Bogota. C'est une ville qui a une forme plus ou moins de rectangle. L'aéroport se trouve sur la partie ouest de la ville. Et quand vous sortez, vous avez une immense rue et vous voyez, vous prenez les Andes là en pleine face. Quand vous arrivez en pleine journée, évidemment. Et c'est assez atypique, c'est assez très particulier. Tu fais, ok, ouais, là, voilà. Là, je suis en altitude, je suis à 2600 mètres. Je suis dans les Andes, je suis pas en Europe. C'est vraiment très, très, très particulier. Je te coupe un instant, on rappelle que Bogota est la troisième capitale la plus haute d'Amérique du Sud. Donc déjà, voilà, on prend l'altitude. On la sent l'altitude d'entrée ou pas trop? Ouais, en fait, tu cours pas après le bus, tu cours pas après le taxi. Et si vous allez à un hôtel, vaut mieux prendre un hôtel avec ascenseur parce que si vous vous trimballez avec votre valise et qu'il faut monter les marches, vous allez le sentir un petit peu. Ouais. Le souffle va être un petit peu court et on est un peu essoufflé. Ouais. Après, c'est l'altitude. Pour ceux qui connaissent. Ouais, mais c'est variable, tu vois, parce que si je dois parler d'une expérience personnelle, par exemple, à Mexico, je l'avais pas senti tant que ça, tu vois. Là, à Bogota, ouais, quand tu arrives, quand tu portes ta valise, ouais. Je me souviens, du coup, le jour où je suis arrivé, j'étais dans un appartement sans ascenseur et je l'ai senti un petit peu, ouais, la valise, quand tu tapes les deux ou trois étages à pied, tu les sens un peu quand même. Moi, je l'ai senti direct, ouais. Donc, si on a notre touriste qui débarque à Bogota et qui n'a pas l'habitude, il va lui falloir quelques jours quand même pour s'y faire, c'est ça? Ouais, après, pour l'altitude, si vraiment il y a des difficultés, il y a des produits dérivés de la coca. Donc des feuilles soit du thé, soit des feuilles de coca à mâcher, soit des bonbons. Voilà, on peut manger ça ou boire ça. Du coup, si c'est une tisane ou une infusion. Et ça aide un petit peu à avoir moins de mal de montagne et moins de difficultés pour s'acclimater à l'altitude. Donc voilà, ça c'est assez recommandé. Ouais. D'accord, et on fera la bise à Paolo Guerrero d'ailleurs. Voilà. Et justement, l'autre aspect, donc tu
parle de, voilà, déjà on se prend un choc visuel, on doit encaisser l'altitude quand on arrive. Après, en termes de climat et en termes de métropole, on se prend quoi quand on arrive à Bogota? Alors le climat, là on va rentrer dans une période où je suis content d'être en Colombie plutôt qu'en France. Mais non, le climat, la Colombie par rapport à sa géographie, donc c'est vraiment le sud du pays est traversé par l'équateur, donc on est dans un pays qu'on appelle tropical. Ça veut dire que le climat est le même toute l'année. Il n'y a pas de variation de température ou très peu. Bogota, il fait entre 15 et 20 degrés toute l'année. Ouais. Allez, on va dire le matin, très tôt le matin ou dans la nuit, ça descend peut-être en dessous des 10 degrés, mais voilà, sinon en journée, il fait 15-20 degrés tout le temps. Voilà, il y a des mois, même les mois de pluie, il fait cette température-là. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu particulier de la Colombie, c'est que c'est l'altitude qui va déterminer ton climat. Et plus t'es haut, sachant que le maximum pour les grandes villes, je parle, il n'y aura rien au-dessus de 2800 mètres. Tundra, par exemple, la région de Nairo Quintana, par exemple, c'est 2800 mètres. Et c'est ton altitude qui va déterminer ton climat. Plus tu es haut en altitude, plus tu vas avoir des températures aller entre 15-20 degrés, peut-être un petit peu moins de 15 à Tundra. Mais voilà. Et plus tu descends, plus tu vas être dans des températures très chaudes. Là, Barranquilla, par exemple, pour ceux qui regardent la sélection colombienne, Barranquilla, c'est au niveau de la mer. Donc, il fait 30 degrés toute l'année, quoi. Avec un taux d'humidité qui est supérieur, du coup, j'imagine aussi. Ah ouais, forcément, ouais. Voilà. Vivre à Barranquilla, c'est vivre dans un hammam toute l'année, quoi. Il fait chaud, on transpire, tu vas chercher ton pain, tu transpires, tu descends tes poubelles, tu transpires. Enfin, voilà. Quand t'es vraiment, plus t'es bas, quand t'es au niveau de la mer, c'est vraiment chaleur assurée toute l'année, quoi. Et pour revenir à Bogota, conséquence de ce que tu nous expliques avec ce climat tropical, avec le fait que voilà, il n'y a pas véritablement de saison. Il n'y a pas véritablement de saison pour aller à Bogota. Si je comprends bien ton message caché, on peut y aller n'importe quand dans l'année, ça sera à peu près pareil, ou il y a quand même des périodes qui sont plus sympas que d'autres? Ouais, il y a des périodes qui sont plus sympas. Bon, c'est pas nécessairement la période la plus. C'est pas forcément ce qu'on a envie de chercher dans cette période-là, mais décembre, janvier, par exemple, c'est une période très très agréable à Bogota, très ensoleillée. En plus, c'est une période où il y a relativement peu de monde dans la ville, donc c'est assez facile de circuler. Voilà. Après, faut éviter si les mois de pluie. Alors, c'est pas invivable non plus, mais c'est pas hyper agréable, quoi. Enfin, si vous venez pendant les mois où voilà, où tu fais visite et t'es trempé, c'est vraiment pas hyper agréable. Donc les mois de pluie, ça va être là, on va entrer dans une période de pluie entre octobre-novembre. Il y a une période autour de mars-avril aussi, une période de pluie. Voilà, sinon non, il n'y a pas vraiment de moment pour aller à Bogota. Voilà, comme c'est toujours le même climat. Ouais, c'est ça, c'est plus facile, ouais. Mais bon, donc on résume quand même, on évite saison des pluies octobre, novembre, mars, avril, et en dehors de ça, dans l'absolu, l'idéal, c'est de venir y passer les fêtes de fin d'année. C'est pas mal aussi de se faire les fêtes de fin d'année en Colombie quand même. Ouais, après, les fêtes de fin d'année, ouais, mais pas à Bogota, quoi. Ouais, voilà. Mais justement, on va continuer sur l'aspect tourisme. La question traditionnelle, c'est toujours la question 2 dans notre podcast. En tant que touriste, avant de s'intéresser au football, quels sont les lieux culturels ou touristiques justement qu'il faut absolument visiter, que ce soit dans la ville ou dans les environs. Voilà, tu sais, le fameux truc où on dit, voilà, si vous n'êtes pas allé là, ça servait à rien de venir en Colombie ou en tout cas dans la région de Bogota. Alors bon, Bogota déjà, ouais, c'est quand même une ville immense, donc on est autour de 8 millions d'habitants, et si on va gratter un petit peu aux alentours, on est à 9,5, 10. Donc évidemment, on peut pas tout faire, on peut pas visiter tous les quartiers. Je pense que les habitants de Bogota eux-mêmes ne connaissent pas tous les quartiers de leur ville. Voilà, évidemment, donc il y a beaucoup de métro, beaucoup de trafic, donc on vous conseille d'être près des zones touristiques. En fait, les zones touristiques à Bogota, elles sont assez simples. C'est ce qui s'appelle le centre historique, donc le quartier de la Candelaria. Donc c'est un quartier vraiment colonial, c'est le quartier même colonial de Bogota. C'est là où on va retrouver un musée fondamental pour ceux qui pensent que l'histoire de l'Amérique du Sud est née avec l'arrivée de Christophe Colomb et la découverte. Non, allez dans ce musée-là. Vraiment, le musée de l'Or, vous allez voir tout le patrimoine vraiment indigène, toute la Colombie
l'arrivée des Espagnols. Bah, toute la période qu'on appelle la période précolombienne, concrètement. Voilà, la période, ce qu'on appelle précolombienne. Ouais. Vous allez voir toute la richesse culturelle, tout le patrimoine de cette époque-là. Donc le musée de l'or est à faire. Allez-y un dimanche, c'est gratuit. Hein. Le dimanche, je ne sais plus si c'est tous les dimanches ou s'il y a un dimanche par mois où c'est gratuit. Mais il me semble que c'est tous les dimanches. Mais voilà, en tout cas, allez-y le dimanche. Franchement, c'est à faire, c'est vraiment à faire. Donc, dans le quartier de le colonial, beaucoup de street art aussi. Vous allez voir des dessins, c'est assez joli. D'ailleurs, beaucoup de maisons colorées, beaucoup de rues pavées. Donc, vraiment, on est dans quelque chose de typiquement colonial sud-américain. Et le lieu touristique à voir, c'est Monserrate. Monserrate, c'est la montagne. Bah, vous la voyez directement. Quand vous sortez de l'aéroport, vous l'avez en visuel, c'est situé en haut d'une montagne du coup. Là, on est au-dessus des 3000 mètres, on est à 3200 mètres. Pour y accéder, pour les plus courageux, le dimanche, vous pouvez le faire à pied. C'est sympa à faire. Allez-y le dimanche, hein, en semaine, c'est un peu dangereux de le faire. Voilà, comme c'est touristique, donc le dimanche, il y a beaucoup de monde, ça craint rien. Vous pouvez le faire à pied en semaine, il y a moins de monde et voilà, ça peut être c'est un peu plus craignos, ouais. Donc évitez de le monter à pied en semaine. Mais vraiment le dimanche, même le samedi. Hein. Samedi, dimanche, ça craint rien. Voilà, en fait, ça vaut vraiment le coup. faut y aller quand il y a du monde, quoi. Faut pas y aller seul, en gros, ce que tu es en train de dire. Enfin, on peut y aller seul, mais quand il y a du monde, quoi. Faut surtout éviter la semaine. Oui, voilà, c'est ça. Faut suivre Voilà, la c'est foule. pas nécessaire. Voilà, faut suivre la foule. C'est pas nécessaire d'être accompagné par un guide ou quoi. C'est juste, Ouais, voilà, ouais. faut y aller quand il y a beaucoup de monde. Vous pouvez le faire bien, ça se fait bien. Alors chacun son rythme. Il y a des zones d'ombre et évidemment, hein, si vous montez, il y aura sur le week-end un groupe de vendeurs. Enfin, tout au long de votre parcours, vous allez voir des vendeurs, hein, donc pour vous acheter de l'eau ou à manger si vous avez une fringale. Monserrate, c'est vraiment à faire pour les moins courageux, ceux qui veulent pas y aller à pied. Vous avez un funiculaire ou un téléphérique. Mais donc voilà, c'est une église. Vous avez vous passez par un chemin de croix. Donc c'est assez particulier. Mais ce qui est vraiment hallucinant sur cette montagne, c'est que vous avez une vue sur toute la ville. Et quand vous arrivez en haut, vous dites waouh, ah ouais, quand même. Enfin, vous Ouais. comprenez. Ouais, vous comprenez le pourquoi du comment de l'Amérique du Sud, où les PLU, ça n'existe pas. Donc, vous voyez. Non, mais bon, Ah, mais et voilà, voilà. mais disons que visuellement, tu te prends un deuxième choc, quoi. Enfin, tu t'imprègnes tes rétines, quoi. Ah ouais, ouais, on voit, enfin, vous voyez, il y a des quartiers, vous voyez, qui sont construits ok, plus ou moins aléatoirement. Vous voyez que, ok, là on est sur des résidences avec des tours d'immeubles, un petit peu schématiquement comme on aurait des HLM en France. Et vous voyez une grande rue et de l'autre côté de la rue, vous voyez que c'est comme des maisons où il n'y a rien, il n'y a aucune tour. Vous voyez, ok, enfin, vous voyez que voilà, C'est- l'urbanisme ici, c'est un concept. Bah, Mais disons que c'est aussi l'Amérique du Sud. C'est quand même. Alors ça, c'est une chose que l'on dit régulièrement. Il me semble qu'on l'avait déjà dit quand on avait évoqué Lima, et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir dire à peu près dans toutes les villes. Si on a un petit peu voyagé en Âme Sud, si nos auditeurs ont un petit peu voyagé en Âme Sud, ça va pas trop les surprendre. Un quartier égale un nouveau monde, hein. C'est valable aussi à Bogota, j'imagine. ah ouais, complètement, complètement. Mais ça c'est vraiment un aspect et c'est un aspect que j'ai appris à aimer. Tu vois, au début, c'est un peu bizarre en plus je connaissais pas l'Amérique du Sud avant d'arriver à Bogota, mais tu vois, tu te dis ok, mais c'est bizarre. Tu penses que c'est un peu plus compliqué de te repérer dans la ville et en fait après, enfin, j'ai appris vraiment à aimer. Ça, le fait de pouvoir se balader d'un quartier à l'autre et d'être dans un univers complètement différent. Voilà, ça c'est vraiment un aspect totalement différent. En Europe, voilà, si vous allez à Paris, Ouais, ouais, voilà, ça c'est vrai. Mais c'est quelque chose, je pense qu'on dit, on a déjà dit et qu'on dira à chaque podcast Planète Hello destiné à une ville Sudam, hein. Tous ceux qui ont fait quelques villes Sudam ont vu ces patchwork en fait, hein. C'est vraiment un assemblage de différents mondes qui sont côte à côte, quoi. ah, c'est assez dingue. Ça, c'est clairement assez dingue. Et voilà, faut le vivre pour comprendre. C'est la même chose. Tu vois, un des trucs aussi, tu sais, en Amérique du Sud, à Bogota, enfin, c'est vrai dans beaucoup d'endroits en Amérique du Sud, hein, je pense à Sao Paulo, par exemple, pour le Brésil. Je pense que c'est pareil aussi à Lima. C'est que des fois, le climat varie dans la ville, en fait, d'un quartier à l'autre aussi. Il peut pleuvoir dans un endroit. La ville est tellement immense qu'il peut pleuvoir dans un endroit. Et pas dans un autre en fait. Ça aussi j'ai appris ça avec l'Amérique du Sud, donc c'est assez dingue. Voilà, si vous êtes pas, je prends l'exemple de la Candelaria par exemple. Si vous voulez bouger de la Candelaria à un autre quartier par exemple, même s'il fait beau,
dans le quartier. Voilà, attention si vous allez, surtout, je pense à un autre quartier un peu touristique dans le nord qui s'appelle Usaquén. Voilà, si vous allez de la Candelaria à Usaquén, c'est pas parce qu'il fait beau dans un quartier qu'il fait beau dans l'autre. Voilà, donc attention à ça, c'est quelque chose qui peut surprendre quand on n'est pas habitué. Et donc voilà, au niveau des lieux touristiques, on a à peu près tout fait ou tu as d'autres petits points à nous conseiller, à conseiller à nos auditeurs? Non, dans la Candelaria, il faut absolument visiter la place Bolivar aussi. C'est la place centrale. C'est vraiment l'endroit où tu as tout qui se décide. C'est une place assez particulière. La place Bolivar, donc c'est dans le quartier toujours de la Candelaria. C'est une place où vous avez la cathédrale de Bogota, le palais de justice. Voilà, pour les personnes qui ont étudié l'histoire de la Colombie, c'est dans cet endroit-là qu'en 85, il y a eu une prise d'otage par un groupe guerriero, M19. Donc vous avez la cathédrale, le palais de justice, la mairie de Bogota, le Sénat. D'accord? Et c'est assez drôle. D'ailleurs, les Colombiens disent que les hommes politiques ont tendance à enchaîner, à faire le tour. Ils passent de la cathédrale à la mairie, puis au Congrès, ils terminent au palais de justice. Voilà. L'ascenseur social est symbolisé par ces transits-là, c'est ça? C'est exactement ça. Et puis derrière, en fait, vous avez le palais présidentiel, la Casa Nariño. Donc ça correspond à l'Élysée, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est le palais présidentiel. Vous pouvez le prendre en photo. Vous avez un accès. Il y a un musée à côté, musée de. J'ai oublié son nom, mais c'est un musée pareil. Donc vous avez beaucoup d'histoires sur la police, l'armée. Enfin, c'est vraiment historique. Donc voilà, une fois que vous avez fait la Candelaria, vous avez fait quasiment tout ce qu'il y a à voir, toutes les attractions touristiques de Bogota. Ça par contre, c'est clair. C'est le quartier touristique par excellence de la ville. Ok, donc voilà. Donc là, vous avez fait votre partie touristique. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer au foot. Parce que bon, quand même, hein, on est là pour ça aussi. Forcément, si on évoque Bogota, bon, les habitués du foot colombien, hein, tout de suite, ils vont nous répondre Santa Fe Millonarios. On va y aller, on va pas commencer par les surnoms, on va poser pour ceux qui ne savent pas. C'est deux clubs qui ont forcément une place importante hein, dans l'histoire du foot colombien, pas seulement dans l'histoire justement de Bogota. Bah justement, Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux clubs, mais surtout nous expliquer leur rôle, leur importance dans le football colombien et leur importance dans la ville? Millonarios, on va commencer par celui-là, c'est parce que c'est vraiment le gros club, c'est le plus gros des deux ici à Bogota. C'est un club historique. Bah, les deux sont des clubs historiques dans le sens où ils ont participé à toutes les éditions du championnat professionnel en Colombie. Donc voilà, le foot en Colombie, le championnat professionnel est né en 1948. Voilà, d'ailleurs, il y a un petit lien historique. Hein. Il est né après un événement assez tragique à Bogota qui s'appelait le Bogotazo et l'assassinat d'un des hommes politiques importants de l'époque. Ils ont essayé de vite créer, pour calmer tout le monde, vite créer le championnat professionnel. Donc voilà, Millonarios, c'est un club qui a été créé officiellement en 1946. Voilà, il y avait eu quelques prémices dans les années 30 et son nom, d'ailleurs, il vient un journaliste qui lui a donné ce nom, Millonarios, parce que là, historiquement, c'est une équipe qui a eu toujours eu beaucoup de joueurs étrangers. Et donc, c'est pour ça que quand historiquement, il y avait des Argentins, beaucoup d'Argentins dans ce club-là, il y a un journaliste d'El Tiempo qui a dit voilà, mais c'est une équipe de millonarios, de millionnaires. Et donc, c'est pour ça que ce club s'appelle comme ça. Parce qu'il faut rappeler quand même, alors tu l'as dit, hein, le foot pro arrive en 48 en Colombie. C'est l'un des derniers pays d'Amérique du Sud à accéder au professionnalisme. Il n'y a que le Venezuela qui fera pire, si j'ai bonne mémoire, parce que lui, ça arrive fin des années 50. Mais les débuts de l'histoire de ce football professionnel sont aussi marqués par l'arrivée massive de joueurs argentins. On en a déjà parlé sur le site. Je pense qu'on a dû en parler dans un mag aussi, un ou deux mags. Avec tous ces magazines, je finis par oublier ce dont on a parlé dedans. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Donc voilà, il faut le dire. Il y a aussi toute cette période que l'on appelle en Colombie Eldorado, avec beaucoup de joueurs argentins, et notamment Di Stefano, qui sont arrivés en Colombie à l'époque où il y avait une grève en Argentine, à l'époque où les Colombiens étaient des affiliés de la FIFA et donc ne payaient pas de transfert et donc pouvaient faire venir des joueurs massivement. Ces clubs-là se sont aussi construits là-dessus, Millonarios en particulier. C'est aussi cela qui a fait grandir très très vite ces clubs-là. Ouais, t'as parlé de Di Stefano. Il y a aussi, alors Di Stefano a eu un rôle fondamental. Hein. Il fait partie, c'est dans un mag. Je vous invite à lire sur le Ballet Azul. Exactement. Voilà.
Voilà, Mais je ne saurais plus comme ça vous dire dans quel numéro. Vous aurez la précision dans les descriptions et vous aurez le visuel sur la partie la version YouTube de ce podcast. Ouais, voilà, donc tu as cité Di Stefano qui était évidemment, enfin on peut pas nier son importance, c'était un joueur clé, mais il y en a eu un autre et c'est surtout lui qui a vraiment profondément changé ce club-là, c'est Pedernera qui est arrivé dans la même période, on va dire dans la même époque et qui lui est resté beaucoup plus longtemps en Colombie puisque Di Stefano après il a eu la carrière que tout le monde connaît. Voilà, lui Pedernera est resté en Colombie, il a entraîné Millonarios et il a été important, fondamental pour Millonarios évidemment, après pas que, mais c'est vraiment quelqu'un de très très important, c'est une idole ici du club et voilà, il a été entraîneur, etc. Donc c'est vraiment, Millonarios c'est un club qui a toujours en tout cas au début, basé ses succès sur des joueurs étrangers. Dans le premier championnat, ils sont 8 étrangers, il y a 3 Argentins, 4 Uruguayens, voilà, l'entraîneur évidemment au début était uruguayen, donc Millonarios c'est un club qui s'est vraiment basé au début, surtout au début, hein, même un petit peu par la suite, mais voilà, sur ces étrangers-là. Donc voilà, le Eldorado, le Ballet Azul, etc. C'est l'histoire de Millonarios et c'est le club vraiment qui a le plus de supporters dans la ville, le club le plus populaire. Après, Santa Fe a été créé pareil dans les années 40. D'ailleurs, le nom complet du club, c'est Independiente Santa Fe, okay, et qui joue en rouge et blanc. Donc, voilà, je vous laisse pour ceux qui suivent le foot argentin. Voilà, Independiente Santa Fe, un club en rouge et blanc. Je vous laisse deviner quelle est l'influence. Ouais, même si les tenues sont liées à celles des Cardinaux, hein, d'où leur surnom. Hein. Ouais, mais bien sûr. Mais après, le nom, en tout cas au moment de la création du club, il y a eu l'influence de ce club-là. Santa Fe, c'est le premier champion professionnel en Colombie. C'est quelque chose sur lequel il joue beaucoup. Santa Fe, primer campeón. Il y a des banderoles dans les barras, dans les virages. Hein. C'est écrit en gros dans les virages. Voilà, exactement. C'est vraiment une partie de leur histoire. C'est un peu comme le jamais les premiers local. Exactement. Et voilà. Donc non, Santa Fe, c'est un club qui est important. Je vais pas dire le contraire, mais un petit peu moins. Il y a un petit peu moins que Millonarios. Ils ont un petit peu moins de supporters. Voilà. Après, ils remplissent le Campín. Hein. Le Campín fait pas non plus 100 000 places, donc ils arrivent à le remplir. Voilà, c'est le deuxième club de la ville. Voilà, Santa Fe, au passage, c'est le nom, ça fait partie du nom de la ville, puisque le nom complet, c'est Santa Fe de Bogota, hein, le nom de la ville. Vous retrouvez cette racine. Et donc, il y a une rivalité, le match entre Millonarios et Santa Fe. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, mais c'est ce qu'on appelle ici le Clásico Capitalino. Donc, c'est un match évidemment particulier, comme les autres Clásicos qu'on peut avoir en Colombie. Les deux se partagent le stade, le Campín. Donc c'est particulier. En fait, c'est un petit peu comme à Milan, quand il y a pour les Clásicos, il y a une des deux équipes qui reçoit, donc qui a entre guillemets le stade. Et voilà, ils se répartissent comme ça. Ils font pas. Si vous allez à Medellín, par exemple, si vous voyez un classique entre les deux équipes de Medellín, les deux équipes se partagent le stade toujours. Ils font 50-50, 50-50. Voilà. À Bogota, c'est pas le cas. C'est vraiment quand il y a un Clásico Capitalino, il faut voir qui reçoit et le stade aura la couleur évidemment de l'équipe qui reçoit. On va y revenir sur le Classico dans un instant. Et après, il y a un autre club aussi, un troisième club qui est en première division de Bogota, qui est un peu moins connu, qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle La Equidad, qui date de 1982. Donc, sans vouloir vanner Nico, mais je pense que tu es plus vieux que ce club-là. Non, mais et qui justement donc ne peut pas s'appuyer sur une grande histoire aussi, et c'est compliqué. Voilà. Ils arrivent comment à exister dans ce contexte, la Equidad, justement? Ils jouent sur quel ressort pour exister par rapport... Parce que bon, tu l'as dit, il y a Millonarios qui est le géant et le plus populaire aussi parce que ça a été le club qui a régné en maître sur les premières années du football colombien, du football professionnel colombien. C'est aussi pour cela. Hein. On a Santa Fe qui fait, tu l'as pas dit, mais qui fait partie du club très fermé des rares à avoir gagné une compétition continentale. Ils sont pas 150 000 en Colombie, donc c'est important quand même. C'est vrai. Même si le souvenir de cette finale est assez traumatisant pour la personne qui est en train de vous parler. Bref, parenthèse, je commentais ce match à l'époque et c'était d'un ennui profond face à Huracan. Bref, il s'était juste rien passé sur les deux matchs et ça s'était joué au tir au but. Je ne vous encourage même pas à aller voir les résumés sur YouTube, ça sert à rien. Il ne s'est rien passé sur les deux matchs. Mais
comprenais vraiment rien. Je crois que le premier tir cadré de la finale aller-retour, c'est à 90e minute du deuxième match. Donc voilà, tout ça pour vous dire. Bref, parenthèse fermée, justement. Donc on a le géant populaire Millonarios, on a Santa Fe qui est quand même le premier champion, qui est un club qui a gagné des compétitions internationales, qui est aussi un des grands du championnat colombien. Comment la Equidad, qui arrive en 82, arrive à exister dans ce paysage? Ils appuient sur quel ressort, ouais. Ouais, ils existent. C'est violent ce que je vais dire. Ils n'existent pas. Ouais. Je force un peu. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas vraiment de supporters. Évidemment, c'est compliqué pour un club qui est né en 82. Tu as deux géants. Alors, effectivement, ils ont gagné Santa Fe une compétition. Ils ont gagné la Sudamericana en 2015. Voilà, Millonarios a gagné la Copa Merco Norte aussi au début des années 2000. Ouais. Mais voilà, la Equidad, déjà, c'est un club qui est fondé. La Equidad, c'est une société d'assurance, tout simplement. C'est un peu comme si en Ligue 1, alors on ne va pas citer de marque, mais voilà. Mais on a Mais compris. Voilà, c'est comme si vous avez n'importe quelle compagnie d'assurance qui a une branche un peu d'un club de foot. Donc voilà, la Equidad, c'est compliqué. C'est un club qui était pro en plus assez tard, qui a évidemment commencé en D2, qui a pour seul titre une Coupe de Colombie en 2008. Voilà, en fait, ils existent sur la partie formateur. La Equidad, c'est un club qui a réussi à sortir quelques joueurs internationaux. Je vais en citer 3. Santiago Arias, que tout le monde connaît, je pense, oui. Qui est joueur actuel. Voilà, il y en a donc qui a commencé à la Equidad avant de partir. Il y a Stalin Mota, qui est international, qu'on connaît peut-être moins, et pourtant qui a joué en France, qui a joué contre la France, au Stade de France, qui était du match amical que la Colombie a disputé juste avant l'Euro 2008. Il me semble qu'il y a un amical que la Colombie perd 1-0 sur un but de Thierry Henry, de mémoire. Voilà, Stalin Mota faisait partie de cette équipe-là. Et Stalin Mota, c'est la légende, c'est la légende locale de la Equidad qui a été formée là-bas. Alors même s'il a eu des passages à l'étranger, il a eu en Équateur, il me semble, au Venezuela, il est passé par ces pays-là. Et il a joué aussi à l'Atlético Nacional. Mais voilà, Mota, c'est la légende vraiment de la Equidad, et c'est un joueur international. Voilà, il y a aussi Carlos Bejarano, qui est un gardien, qui était formé là-bas, qui est lui international. Alors c'est assez drôle, mais il fait international de Guinée équatoriale. Je sais pas si pour nos spécialistes africains pourront mieux nous en parler, mais il y a eu un moment donné où la Guinée équatoriale a essayé de chercher à naturaliser. Je crois que c'était au moment où ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont essayé d'un peu de naturaliser et de voir quel joueur avait des origines. Il est question de ça dans le mag numéro 16 qui vient tout juste de sortir au moment où on enregistre. Il est question de ces naturalisations, mais c'est sur la partie brésilienne, parce qu'il y a quelques Brésiliens aussi qui ont été naturalisés en Afrique et notamment en Guinée équatoriale. Voilà, et ça c'est historique. Rapidement, pour reprendre sur la géographie, voilà, surtout sur les personnes qui sont nées dans des zones sur des côtières, que ce soit sur la côte Pacifique ou sur la côte Caraïbe. Vous avez été là où fondamentalement où les esclaves arrivaient et étaient échangés contre tout ce qui était du café, du cacao, de l'or, etc. Donc le commerce triangulaire, voilà, il y avait une partie en Amérique du Sud. Donc c'est pour ça que vous retrouvez beaucoup de racines, en tout cas africaines. On a les mêmes au nord de l'Équateur, dans la province d'Esmeraldas. Exactement, voilà. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces racines africaines sur les côtes. Pour en revenir, voilà, on a aussi formé à la Equidad. Donc la Equidad, c'est vraiment quelque chose qui essaye de former. C'est vraiment j'allais dire une cantera, mais pour le dire en français, c'est vraiment comme un club formateur qui sort beaucoup de jeunes, qui se base, évidemment, ils n'ont pas beaucoup d'argent, comme tous les clubs colombiens aujourd'hui, mais voilà, la Equidad, c'est vraiment un club qui essaye de se baser sur ces jeunes, qui sort beaucoup de joueurs. Vraiment, alors là, je vous ai cité que des internationaux, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de joueurs qui passent par la Equidad, beaucoup de jeunes joueurs. Voilà, ils travaillent, ils font un très très gros travail avec les jeunes. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'ils arrivent à exister. Après, en quelque sorte, c'est le Envigado de Bogota, quoi. Ouais. En quelque sorte, toute proportion gardée, parce qu'on est sur une autre dimension, Envigado. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a les deux géants et il y a le centre de formation, celui qui veut être le centre de formation qui est la Equidad concrètement. Et par rapport à cela, il y a aussi d'autres clubs qui évoluent aux échelons en dessous. Tu vas probablement nous les citer. Ils arrivent à se faire une place eux aussi? Ouais, il y a Tigres, il y a les clubs en D2 qui jouent à Bogota. Ouais, Tigres, Fortaleza et Bogota Football Club.
Ouais, ouais, non. Non, non, juste si, c'est assez marrant pour. Si, je sais pas s'il y a des supporters du PSG qui nous écoutent, mais voilà, si vous voulez des nouvelles de Cardetti, hein, il entraîne aujourd'hui le Bogota Football Club en D2 colombienne. D'ailleurs, il fait un boulot assez remarquable, hein. Il va peut-être monter avec ce club-là. Ce qui serait, il me semble que ce serait la première fois que ce club, s'ils arrivaient à monter, ce serait la première fois dans leur histoire qu'ils évolueraient en D1. Mais non, c'est des clubs qui n'existent pas. Enfin, ils ont pas de supporters, les stades sont vides. Enfin, et encore, ils jouent pas au camping, ils jouent au deuxième stade de la ville, le Techo. Mais non, c'est des clubs qui n'existent pas. Enfin, ils n'ont pas vraiment d'histoire, ils n'ont pas vraiment de supporters. C'est Ouais, des clubs vraiment mineurs. c'est difficile d'exister dans l'ombre des géants. On va juste faire, tu l'as évoqué, une petite parenthèse parce que je sais que tu me l'avais noté sur la feuille. Il faut absolument qu'on en parle. Pour nos touristes foot, ça vaut le coup d'aller jeter un œil au Techo, non? Ouais, si vous allez peut-être plutôt la Equidad, vous verrez un match un peu plus agréable. Mais ouais, c'est assez drôle. C'est un stade qui est construit juste à côté d'un parc d'attractions, voilà, qui s'appelle Mundo Aventura. Donc dans ce stade, déjà la première chose, si vous faites chier, vous voyez, et d'ailleurs c'est assez marrant, on le voit à la télé, vous voyez le bateau pirate faire des loopings à côté. Donc ça, quand vous êtes au stade, c'est assez n'importe. Vous voyez ça, c'est n'importe quoi. Et l'architecture de ce stade aussi, c'est n'importe quoi. C'est très très désagréable de regarder un match au Techo à la télé parce qu'en fait les tribunes, enfin, en tout cas telle qu'on la connaît, la tribune présentielle, là où il y a la caméra quand on regarde un match à la télé, cette tribune est coupée en deux. Et en plus, elle n'est pas dans le même axe. Ça veut dire que voilà, c'est un petit peu dévié. Et ce stade, architecturalement, c'est le pire stade que j'ai jamais vu, hein. C'est n'importe quoi. Dans ce stade-là, on est dans le n'importe quoi. Mais il faut le Entre faire. le bateau, ah ouais, faut le Il faire. faut Le le bateau faire. pirate. Ouais. Voilà, il faut le faire. Donc voilà, allez au Techo si vous allez faire un tour à Bogota. Allez au Techo et après, ensuite, forcément, on va revenir sur eux. Tu l'as dit, on a évoqué quelques autres clubs. Mais voilà, il y a les deux géants et donc forcément, le grand rendez-vous, c'est le Classico Capitalino. C'est forcément, j'imagine, le match qu'il faut absolument faire. Enfin, absolument faire. C'est-à-dire que si on peut choisir ces dates, on a dit il n'y a pas vraiment de période, mais si on a moyen de viser un moment où il y a le Classico, c'est quand même peut-être la meilleure idée du monde. Et ça ressemble à quoi justement Bogota un jour de Classico? Ouais, alors, tu as cité le Classico, le Classico Capitalino, enfin, surtout Millonarios, moins Santa Fe, mais Millonarios a d'autres Classicos, hein. Si vous allez voir un Classico contre l'América ou Ouais. un Classico contre l'Atlético Nacional, c'est aussi une bonne idée. Si vous voyez, zut, c'est pas Millonarios Santa Fe, c'est Millonarios Atlético Nacional ou Millonarios América, ça reste une bonne idée, hein. Donc voilà, c'est un truc à vous conseiller. Alors le Classico Capitalino, en plus maintenant il y a la Fecha et Classico, donc on a deux Classicos par semestre. C'est un petit peu particulier. Vous voyez, c'est une ambiance, si vous vous baladez dans la ville, mais même pas nécessairement autour du stade, c'est un endroit un moment où vous allez retrouver parfois un petit peu des maillots, des deux équipes un peu vendre ça à l'arrache sur des ronds-points ou dans des endroits de la ville. C'est un petit peu particulier. Après, on l'a dit, la ville est tellement immense que c'est compliqué. Si vous êtes tout au nord, vous n'allez pas ressentir l'ambiance, quoi. Si Ouais, vous êtes, il faut quand même s'approcher du stade. ouais, peut s'approcher un minimum du stade, ouais, quand même. Mais donc c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas d'animosité, pour le coup, pour en avoir fait un. J'ai été assez surpris. Il y a pas, c'est assez calme, hein, franchement. Autour du stade, n'allez pas dans l'optique de dire waouh, mon Dieu, ça va être chaud, va falloir que je fasse gaffe. Ce qui est particulier en Amérique du Sud, je vais pas dire c'est une exception parce qu'il y a d'autres cas, mais c'est rare quand même des classicos d'une ville où tu peux dire cette phrase-là en disant ça va, vous n'êtes pas en danger de non plus. C'est ça, vous y êtes pas vraiment en danger, clairement. Alors les deux clubs s'apprécient pas plus que ça. Voilà, on va pas dire qu'ils sont frères ou quoi, ce serait mentir. Mais voilà, je vais pas dire non plus qu'il y a zéro problème. Ce serait pas le cas non plus. Mais Disons voilà, que c'est pas cultivé. Il n'y a pas Voilà, pas une culture de l'affrontement. Voilà, c'est ça. Vous pouvez aller avec l'un ou l'autre. Franchement, si vous avez envie de mettre un maillot d'un des deux, voilà, aux abords du stade, vous n'allez vraiment pas avoir de problème. C'est assez surprenant parce que je ne m'attendais pas forcément. En fait, je ne savais pas. Donc, j'avais quand même un peu cet a priori-là en disant oula, il faut faire gaffe, etc. Et en fait, non, pas du tout. Juste petite parenthèse, parce que ça m'est arrivé. Si vous allez au stade, pensez à éviter les ceintures, évidemment. Comme au Et Pérou, surtout donc. les pièces, voilà, comme au Pérou, et les pièces de monnaie.
Aussi, ça m'est arrivé une fois où bah, tu te fais fouiller par les flics. Ah, t'as de la monnaie, ok, tu peux pas rentrer avec ça, donc bon bah tiens, vas-y, ça te fera ton café. Et donc voilà, évitez les pièces de monnaie. Donc si vous y allez, Ouais, mais voilà, évitez c'est les monnaies. important de le dire, hein. Donc, c'est comme à Lima, hein, rappelez-vous, hein. Et je vous invite à aller l'écouter. C'était le tout premier de Planète Hello. Justement, Romain nous expliquait pas de ceinture, ah, sinon on vous l'enlève, hein, concrètement. Ouais. Donc Après, voilà. t'as un petit carton hein, où on te dit laissez-la dans le Ah, on la carton et vous retrouve la récupérez là. parce que Lima, Non, c'était pas garanti, hein. non, non, tu la retrouves pas Ouais, voilà. évidemment. Ok, donc pas de ceinture, voilà. Mais bon, donc Voilà. pour en revenir justement, pour en revenir au Classico, donc il faut vraiment s'approcher du stade hein, pour véritablement sentir l'atmosphère. Tu nous l'as dit. On n'est pas forcément dans un état de guérilla urbaine. Ça, c'est important de le préciser aussi parce qu'on l'a vu sur d'autres classicos. Bah voilà, hein, tu vas pas, tu vas pas jouer, hein, tu joues pas à ça. Quand tu vas voir certains classicos sud-américains. Donc là, dans ces cas-là, on n'y est pas, justement. On va aborder Ouais. le thème suivant, puisqu'on est en train de s'approcher du stade, justement, que ça soit pour le classico ou pour un autre. Et d'ailleurs, tu nous diras hein, si c'est différent pour le classico. Lorsqu'on va arriver sur un jour de match, bah, la première question, c'est la question habituelle hein, qu'on pose à ce moment-là. Est-ce qu'il est facile de se procurer des places pour aller au stade? Et tu pourras nous dire si c'est le cas aussi pour un classico. Une fois qu'on a nos billets, justement, comment on va au stade? Quels sont les conseils que tu nous donnes? Est-ce qu'il faut prendre ses dispositions très tôt? Est-ce que c'est difficile d'aller au stade? On avait vu, par exemple, je pense à Lima encore, où il fallait vraiment prendre vraiment se préparer à l'expédition parce que ça peut prendre du temps dans ce genre de ville de voyager, de se déplacer. Puis si on finit, hein, je termine avec la dernière question et après je te laisse embrayer. On mange où? C'est vrai que toi, t'aimes bien manger, donc Ah non, ça, mais c'est. les podcasts Planète Hello, si on parle pas de bouffe, ça sert à rien, hein. Ouais, après, juste pour revenir avant de répondre à tes questions, Cyril, par rapport à ça, en fait, je vais pas dire qu'il y a pas, enfin, faut pas croire non plus que c'est open et qu'il se passe jamais rien. Et voilà, il y a eu des incidents très graves et donc qui ont engendré des morts, mais ça s'est pas vraiment passé aux abords du stade. C'est un petit peu plus comme ça peut être des fights entre barrasses. Ça peut aussi arriver malheureusement sur des zones vraiment très reculées du stade où tu as moins de présence policière et donc c'est vraiment pour le coup mauvais endroit, mauvais moment, quoi. Donc voilà, faut pas Mais croire c'est non plus toujours, qu'il y a zéro danger. non, mais c'est toujours la même notion. C'est un exemple que je donne toujours quand j'évoque l'Amérique du Sud, notamment quand on me pose des questions là-dessus. C'est comme quand tu vas au ski et que tu fais du hors-piste. Tu prends tu prends des risques. Voilà. Voilà. Mais si tu restes Ouais. tranquillement dans les clous, un jour de classico, t'es pas en danger. Ouais, non, t'es pas en danger. Et bah, du coup, pour répondre à ta question, alors enfin, tes questions, est-ce que c'est facile de se procurer des places? Ouais, ça va, ça, pas très difficile. Alors ça, je sais que il me semble que ça a changé depuis la pandémie. En tout cas pour certains clubs. Avant, c'était pas les clubs qui géraient leur billetterie, passaient par des entreprises. Et on en profite pour saluer la Fédération colombienne de football, hein, qui s'est fait pincer pour un cartel de revente de billets. Et on en avait parlé dans un podcast, hein, justement, tous les deux. Exactement. Donc voilà, il y a des entreprises, c'est les entreprises qui gèrent les places. Et c'est pas très difficile de se procurer, en tout cas pas dans les virages. Encore si vous allez dans les virages, ça peut être éventuellement un peu plus compliqué. On va vous demander votre identité. C'est interdit, il y a plus de restrictions, c'est interdit aux moins de 16 ans. Voilà, tu as encore plus de restrictions en théorie à l'entrée des stades. Enfin, voilà, les virages, c'est un peu compliqué. Mais si vous n'allez pas dans les virages, c'est assez simple. Donc vous passez par ces entreprises-là. Voilà, un C'est quoi classico. concrètement? Ils ont des plateformes en ligne, c'est ça? Ouais, ils ont des plateformes en ligne. Maintenant, tout se fait en ligne hein, avec la pandémie. Donc vous passez, vous commandez votre place et voilà, vous avez un QR code, vous pouvez l'imprimer tout simplement et rentrer avec votre place. Donc il n'y a rien d'impossible. Même pour un classico, c'est pas hyper compliqué de se trouver une place. Franchement, Ouais, voilà, parce ça, que ça se fait. je te coupe 2 secondes encore. On l'a pas dit, mais c'est vrai qu'en Colombie, les stades sont rarement bondés, hein. Ouais, voilà. C'est pour ça que les affluences sont. Bah, pour les classicos, Ouais. ça peut être. Et Millonarios, c'est quand même assez bondé, hein. C'est pas le club qui a le moins d'affluence. Et donc, vous passez par ces plateformes-là. Alors, je sais pas si on a besoin de citer des marques, Tu mais peux les citer, hein, voilà. vas-y, hein. Ouais, il y a Ticket Shop, par exemple, qui fonctionne, Tuboleta. Voilà, c'est des plateformes. Les clubs communiquent de toute façon dessus, hein. Ils disent voilà, pour vous procurer vos places, passez par cette plateforme-là et ils envoient un lien. Les clubs communiquent assez bien dessus. Donc voilà, si vous avez des difficultés, de toute façon, nous on est là pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, hein. Exactement. Voilà, donc si on peut vous renseigner, hein, si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Donc se procurer des places, non, c'est pas très compliqué. Pour rejoindre le stade,
franchement, et c'est pour ça que, encore plus si vous faites comme ça, il y a moins de danger, vous limitez les risques. Allez-y en taxi. Bogota, on l'a dit, c'est 8 à 10 millions d'habitants. Il n'y a pas de métro, donc c'est compliqué de se déplacer, vraiment. Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a un trafic de fou. Ouais, il y a un trafic un petit peu de fou, mais c'est pas Mexico. C'est pour ça que ça dépend où vous êtes. Ouais, un peu comme à Mexico, en moins quand même. Bogota, c'est plus petit que Mexico. Donc. Mais voilà, utilisez le taxi, vous avez le transport public qui existe, qui est le Transmilenio. Hein. Romain avait parlé du bus, je ne sais plus comment s'appelle le bus à Lima, mais voilà, là c'est le même principe. Alors autour du camping, il y a vraiment une grande avenue qui passe qui s'appelle la NQS, la NQS. Et donc le bus a sa voie. Donc voilà, ça évite, ça peut limiter le trafic, mais c'est compliqué quoi, parce qu'il faudrait prendre le bus qui passe par le camping et c'est pas nécessairement simple quoi. Ça peut ne pas vous arranger au final. Donc le plus simple, c'est vraiment de prendre un taxi. Voilà, ça coûte vraiment pas très cher. Alors, même chose, ça m'est arrivé une fois de traverser la ville en taxi et j'en avais eu pour l'équivalent de 10 euros. Donc voilà, essayez de traverser Paris du nord au sud en taxi. À mon avis, c'est un... À 10 euros, tu fais un feu, quoi. Non, mais c'est important de le préciser aussi que voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de villes. Pareil, j'imagine qu'il y a l'équivalent. C'est un peu comme au Brésil où on se déplaçait essentiellement en Uber aussi. J'imagine que c'est pareil. Voilà, il y a d'autres, taxi, il y a d'autres applications comme celle que tu as citée. Voilà, utilisez-les. Franchement, le taxi, c'est assez simple. À Bogota, en plus, si vous savez comment ça marche, le taxi, vous évitez de vous faire enfler parce que, voilà, en fait, quand vous installez sur le siège, donc à l'arrière, sur votre banquette passager, vous avez comme un petit carton avec la tête du chauffeur avec son nom. Vous avez surtout, en fait, vous voyez le taximètre, il y a des chiffres. C'est pas comme ça dans toutes les villes de Colombie, mais à Bogota, c'est comme ça. Vous avez des chiffres et vous avez donc sur le tableau en carton, vous avez le chiffre et vous voyez à quel tarif ça correspond, en fait. Donc, si vous regardez le taximètre, vous regardez le carton, vous associez et vous voyez, vous pouvez voir à combien ça va vous coûter, en fait. Et voilà, après, éventuellement, il peut y avoir un surcoût si c'est le dimanche, si c'est la nuit, et ça, voilà, mais c'est un surcoût très, très limité. Ça va être un surcoût de 50 centimes pour compter en euros. Donc, rien de fou, ouais. Voilà, rien de fou. Donc, voilà. Après, si vous habitez pas très loin, comme ce qui est mon cas, si vous habitez pas très, très loin du camping, vous pouvez aussi y aller à pied. Hein. C'est assez simple de se repérer. Bogota, vous avez des rues un peu comme aux États-Unis où c'est quadrillé. Donc, voilà, il suffit. Voilà, en plus, vous descendez, vous suivez la foule pour le coup, parce qu'il y a des gens qui y vont à pied aussi. Ouais, mais concrètement, si on doit donner une fourchette large, je reviens, tu disais, donc soit à pied si on n'est pas trop loin ou en taxi. Si on est dans la ville, à l'opposé du stade, ça va être forcément le taxi. Et en gros, tu dirais, il faut combien de temps à prévoir pour aller au stade dans ces cas-là? Alors ça, je peux pas te dire. Difficile, ouais, c'est ça. Mais donc, en gros, concrètement, ça veut dire qu'il faut quand même prendre ses dispositions et partir assez tôt, c'est ça? Ouais, prenez vos dispositions. Après, tu l'as dit, les stades sont pas bondés, mais même si vous allez à un classico, l'entrée, elle se fait quand même assez rapidement. Donc, c'est le plus chiant. Ce qui est le plus chiant, c'est vraiment le trafic, parce que tu as beaucoup de circulation. Et le problème en Colombie, c'est que quand tu as un accident de la route, tu peux pas bouger les voitures. Ça veut dire que tu es obligé d'attendre la police que tout soit. La police vient, la police constate l'accident. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de blessés. Hein. La police vient, constate l'accident, les deux appellent leur assurance, ils prennent des photos, etc. Et on n'a pas le droit de toucher les véhicules. Donc vous imaginez le trafic, les embouteillages que ça fait derrière. Voilà. Non, mais c'est la folie. Ouais, non, mais ça bouge tout. Concrètement, ça bouge tout. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, si je peux te dire, allez, t'en as 1 heure, mais je peux te dire. Mais s'il y a un accident, ça peut te prendre. Ouais. Voilà, c'est ça. S'il y a devant toi, il y a deux voitures qui se rentrent dedans, et que voilà, t'es bloqué, t'es bloqué, quoi. Prenez vos dispositions, c'est clair. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, je vous conseille. Ou installez-vous pas trop loin du camping. Ouais, voilà, l'est de la ville, c'est très bien. Hein. Vous n'êtes pas très loin du quartier touristique, vous n'êtes pas très loin du camping. Voilà, l'est de la ville. Donc finalement, c'est ça. Si on doit conseiller nos touristes qui veulent aller à Bogota, s'ils doivent aller chercher quoi que ce soit pour comme hébergement, autant viser l'est, donc concrètement. Ouais, l'est de la ville, les quartiers comme Chapinero, San Martín, ces quartiers-là. Mais Chapinero, c'est un gros quartier populaire ici. C'est vraiment le quartier idéal pour moi. Okay. C'est le quartier que je conseille aux touristes, ceux qui veulent faire du foot, ceux qui veulent faire tourisme et foot.
Voilà, vous allez à Chapinero, vous n'êtes pas très loin de la Candelaria, vous êtes à, franchement, allez, quoi, 30 minutes en taxi, même s'il y a un accident. Et vous êtes à 30 minutes, même pas. Putain, chez moi en taxi, vous êtes à 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Bon, bah voilà. Alors, vous avez votre lieu. La dernière question, Pierre, avant la toute dernière, celle que à laquelle tu n'as pas encore répondu. Mais je mange Manger à Bogota. Ouais. Non, c'est important. Si bien. Voilà. Une fois qu'on est arrivé autour du stade, voilà, vous avez un endroit. D'ailleurs, pareil, hein, vous suivez la foule. Vous faites le tour du stade. Vous avez un endroit où vous avez de quoi vous restaurer avec des choses locales. Voilà, de la nourriture locale. Alors, la Colombie, on n'a pas la richesse gastronomique du Pérou, mais voilà, vous retrouvez des choses assez traditionnelles en Amérique du Sud, hein, des arepas. Vous retrouvez des empanadas. De la nourriture classique, ça coûte franchement pas très cher. Si vous voulez manger, vous pouvez aller pour 3-4 euros. Vous avez quoi prendre votre boisson et manger 2 ou 3 empanadas avant le match, histoire d'avoir le ventre bien rempli. Et voilà, c'est très bien. Pour aller autour du stade pour manger, voilà, c'est très bien. Après, la nourriture, la gastronomie colombienne est pas... Enfin, en tout cas, Bogota n'est pas... Ouais, on n'est pas au Pérou, c'est pas exceptionnel. Pour les plus téméraires, ceux qui veulent goûter vraiment les choses locales, je peux vous conseiller la lechona. La lechona, c'est un cochon de lait, tout simplement qu'on a vidé et qu'on a fourré avec du riz et des petits légumes et qu'on a mis au four. Donc c'est pas mauvais, ça se mange très bien la lechona. C'est très bon, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel, c'est pas la richesse gastronomique péruvienne, encore une fois. Donc voilà, vous avez après, si vous avez envie de découvrir et de manger d'autres choses, sur la côte Caraïbe, on mange très bien. Poissons, fruits de mer, tout ça, on mange très très bien. Après, ça reste la Colombie, donc, sinon, là, c'est pas l'Eldorado pour manger, quoi. Ouais, mais on va pas. Voilà. Et on évite de se fâcher en disant que l'arepa, c'est vénézuélien, c'est ça? Ouais, chacun a ses opinions sur l'arepa. Je ne rentrerai pas dans cette polémique. On est dans le même débat qu'avec le pisco entre les Péruviens et les Chiliens. Donc, donc si on veut se faire quelques ennemis, il suffit d'arriver et de crier en disant que c'est vénézuélien. Je suis presque persuadé que des gens dans les commentaires nous diront bah oui, c'est vénézuélien. Voilà, je vous laisse lancer le débat si vous nous écoutez sur YouTube notamment dans les commentaires. Enfin voilà. Donc voilà, vous l'avez vu comment aborder une journée de match. On vous a présenté les grands clubs de la ville, on vous a présenté la ville, on a fait le tour de ce Planète Hello. On va terminer avec la dernière question avec laquelle je conclue toujours cette émission qui s'intéresse à notre guide plus particulièrement. Donc il va s'intéresser à toi, Pierre, sur place. Ça fait un petit moment maintenant que tu y es, j'ai oublié depuis combien d'années, mais ça fait un petit moment. 6 ans. 6 ans, oh là là. Un peu plus de 6 ans, ouais. Ça nous rajeunit pas tout ça. On va conclure donc avec ton expérience personnelle. Quelle est la petite expérience personnelle que tu conseillerais, enfin voilà, si on veut vivre une vraie plongée dans le football à Bogota, est-ce qu'il y a des endroits à éviter par exemple ou pas? Ça n'a pas l'air d'être forcément beaucoup le cas en termes de foot, mais voilà, quelle est l'expérience que tu as envie de nous partager dans ta façon de vivre le foot à Bogota? Non, des zones à éviter, non, pas par rapport au foot. Alors évidemment, elle n'est pas dans les quartiers les plus... on va dire les plus dangereux, mais on va dire les plus défavorisés. Voilà, chercher le mot, éviter les quartiers les plus défavorisés de Bogota, évidemment. Il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Voilà, après, sinon, expérience personnelle, c'est particulier. Les classicos, évidemment, sont particuliers. Millonarios Santa Fe. C'est toujours un match à part. Voilà, il y en a eu beaucoup. Hein. On est au-delà des 300 hein, pour les classicos. Donc c'est vraiment quelque chose d'historique. C'est vraiment sympa. Millos América et Millos Nacional. Il me reste à faire ces deux matchs-là au Campín. Voilà, pour vous dire, je ne sais pas si ces matchs-là sont peut-être plus dangereux que des Millos Santa Fe pour le coup. Voilà, donc, mais voilà, un classico. Faites-vous un classico Millos Santa Fe ou Santa Fe Millos, comme vous voulez. C'est vraiment une expérience agréable. Avec une préférence, tu l'as dit, hein, on peut le dire aussi. Avec une préférence, si on doit le faire et si on a la possibilité de choisir un Millos Santa Fe plutôt qu'un Santa Fe Millos. Voilà. Ouais, c'est un petit peu mieux, je trouve, l'ambiance quand t'as Millonarios qui reçoit plutôt que Santa Fe. Je vais me fâcher avec tous les Santa Fe, mais désolé. On les invite à venir discuter avec nous justement. Écoute, c'est ici qu'on va clore notre voyage et notre visite de Bogota. Merci Pierre de m'avoir accompagné dans ce voyage.
Merci à toi, hein, Nico, avec plaisir. Et puis voilà, je vais vous laisser en vous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir interagir avec nous sur ceci. Je vous invite aussi à venir nous rejoindre et rejoindre notre communauté sur Discord, à vous abonner à nos différentes plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce podcast et notamment notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr, comme toujours, à vous rendre sur notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières activités de la planète Hello et aussi vous cultiver entre deux matchs, notamment en vous procurant nos magazines qui sont un des moyens de soutenir notre travail. Le 16, au moment où on enregistre, vient de sortir enfin, avec un peu de retard, mais ça y est, il est là. Et voilà, je vous invite à le découvrir sur le site, mais si vous voulez nous soutenir, je vous invite aussi à vous rendre sur notre boutique, la boutique de notre maison d'édition, la maison d'édition Lucarne Opposé. Vous y trouverez, en attendant d'autres ouvrages qui vont arriver, vous y trouverez la biographie de Garincha, écrite par Marcelin Chamoin, notre rédacteur Brésil, et aussi la version française des 11 Caminos al Gol, la référence absolue pour tout comprendre de ce qu'est Marcelo Bielsa. Voilà donc autant de moyens pour vous de nous soutenir. Tous les liens, bien évidemment, sont dans la description. On vous laisse ici, c'est la fin de notre voyage à Bogota. Je vous dis à très bientôt les amis.